Maintenant, un nouvel intervenant, ancien officier des troupes de marine, diplômé de l'École nationale supérieure et d'HEC, enseignant spécialiste des questions économiques et internationales, mais formateur également à l'Institut Iliade. Merci d'accueillir Lionel Rondouin. Un petit mot pour la prochaine fois. Mon école est normale. J'y tiens beaucoup depuis la présidence de Hollande. Merci. Chers amis, il y a un an, j'intervenais ici sur un thème, le thème de l'être des nations et l'avoir des marchands. Et j'évoquais devant vous quelques manifestations de l'inculture qui menacent l'avenir même de nos sociétés. La fabrique du crétin, comme Jean-Paul Brigelli appelle joliment notre éducation nationale, la fabrique du crétin livre sur le marché, livre en pâture à la société de l'avoir des marchands, des générations déracinées, déculturées, ignorantes du minimum vital en matière de maîtrise de leur propre langue, de capacité de construire un raisonnement logique, de calcul, même élémentaire, d'histoire et de géographie. Si le système éducatif français est emblématique de ce naufrage culturel, je crains que ce phénomène ne soit assez similaire dans la majorité de nos nations européennes, du moins la partie la plus occidentale, mais apparemment l'Italie vient d'être gravement touchée par ce phénomène aussi, puisqu'on en est réduit à l'université à apprendre l'italien aux étudiants italiens. Ce n'est pas une blague. Donc, mon expérience d'enseignant depuis quelques années dans l'enseignement supérieur m'amène à une première conclusion. Pour ce qui concerne les chances des jeunes à devenir des citoyens adultes et des cadres de la société, la jeunesse ne se partage plus selon des critères économiques entre enfants de riches et enfants de pauvres. Le clivage est désormais culturel. Statistiquement parlant, il y a des enfants élevés dans un foyer où il y a des livres, et il y a les enfants qui sont nés dans des familles où il n'y a pas de livres. Je vous propose donc un projet ambitieux, mais à mon avis nécessaire, qui serait d'écrire un livre. Et comme notre combat culturel est un combat de civilisation, comme l'histoire, comme la compréhension de ce qu'est la profondeur du temps historique, tout cela est à la base de la compréhension du monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il pourrait advenir demain, nous devrions rédiger notre histoire de la civilisation européenne. Pour cela, nous disposons d'un modèle qui correspond à l'esprit et à l'objectif culturel et politique du projet que nous nous fixons. Il s'agit de l'Histoire de France d'Ernest Lavis. L'auteur des fameux manuels Lavis, ces livres qui ont été la Bible des hussards noirs de la République. Lavis qui a mérité le surnom d'instituteur de la France. Ces livres ont formé et ont forgé la jeunesse française pendant 3 à 4 générations en lui inculquant le respect et l'amour de l'histoire de France et des Français. Cet homme, réputé de gauche, héros de l'école laïque et républicaine, était avant tout un amoureux de la France charnelle, un patriote au sens propre. Amoureux de la France et amoureux de l'histoire, Lavis avait pris une devise pour son petit Lavis. L'histoire ne s'apprend pas par cœur, elle s'apprend par le cœur. Sur la méthode et l'esprit, relisons la préface de son petit Lavis, destiné aux maîtres des écoles primaires et aux parents d'élèves de 7 à 8 ans. Je cite. « Ce volume contient des récits qui encadrent des images. Les récits sont quelquefois des descriptions et les images montrent les objets décrits. Plus souvent, ils sont des anecdotes et les images montrent les actions racontées. Les descriptions donneront aux enfants une première idée des mœurs et des coutumes de nos pères. Les anecdotes, non pas inventées, mais tirées d'authentiques documents, leur feront connaître les principaux événements
et aussi les plus grands personnages de l'histoire. Donc cette histoire, selon Lavis, n'est pas seulement événementielle, militaire, politique. Elle est aussi civilisationnelle. C'est l'histoire des mœurs et des coutumes de nos pères. C'est l'histoire d'une identité héritée, consciente, avec un principe patrimonial, celui de la transmission. L'histoire parle au passé, mais elle se pense dans le temps présent. Elle prépare, elle structure les avenirs possibles de la patrie. Je cite encore Lavis. « Expliquer que les hommes qui, depuis des siècles, vivent sur la terre de France, ont fait une certaine œuvre à laquelle chaque génération a travaillé. Qu'un lien nous rattache à ceux qui ont vécu, à ceux qui vivront sur cette terre. Nos ancêtres, c'est nous dans le passé. Nos descendants, ce sera nous dans l'avenir. » L'étude de l'histoire, selon Lavis, inculque aussi aux futurs citoyens des valeurs. Apprendre pour savoir, apprendre pour comprendre, apprendre pour agir. Apprendre la fierté, le sens du bien public, l'obstination et le courage qui seront nécessaires à l'engagement civique et à la défense du territoire et du patrimoine. Lavis pensait, bien entendu, à son époque, à la perte de l'Alsace-Lorraine, comme tous les patriotes français de sa génération. Notre Europe, telle qu'hélas, ma génération la transmet à ses enfants, a elle aussi ses meurtrissures, ses menaces et ses Alsace-Lorraine politiques et culturelles. Nous avons donc là un modèle possible du récit civilisationnel de l'Europe tel que nous devrions le rédiger pour faire aimer notre Europe. Qu'en serait le contenu détaillé? Je vous propose juste quelques sujets parce que, bien entendu, on ne doit pas les épuiser et le sujet reste complètement ouvert. Bien entendu, ce récit comprendrait des chapitres événementiels et quelques grands personnages. Comment ne pas parler des guerres puniques entre Rome et Carthage, du Delenda est Carthago de Caton et de la victoire du Romain Scipion sur Hannibal le Carthaginois. En effet, grâce aux efforts héroïques et obstinés des Romains, l'Europe se libère et libère la Méditerranée de la menace moyen-orientale. Comment, bien sûr, ne pas parler d'Alexandre le Grand, de l'Empire romain, fils de Charlemagne? Comment oublier 732, bataille de Poitiers, 1492, avec la fin de la Reconquista espagnole. Il en va de même avec la réticence multiséculaire de nos frères serbes et hongrois contre l'impérialisme ottoman. Et bien entendu, la bataille de Lépante en 1571, où le héros européen Juan d'Autriche détruit la flotte ottomane grâce à une coalition européenne. Il y faudrait aussi la fondation de la Rus de Kiev par des marchands nordiques en 862, puis les victoires de la Moscovie contre l'occupant tatar, et puis la figure historique d'Ivan le Terrible, qui permit à la civilisation européenne d'occuper les monts de l'Oural et de protéger enfin les marches orientales de ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Mais l'histoire n'a pas que des pages de gloire. Et notre récit devrait aussi exposer les faits et les causes de nos défaites civilisationnelles. Nous décririons à grands traits la guerre russo-japonaise de 1904-1905 et la défaite de Tsushima, où la flotte russe est coulée par la flotte japonaise. Pourquoi en parler? Pourquoi est-ce important? C'est la première fois dans l'histoire qu'une puissance asiatique arrive à défaire un ennemi européen en utilisant les armes et les techniques que le génie scientifique et technique européen a développées à l'ère moderne et contemporaine. C'est donc la fin du mythe mondial de l'invincibilité de l'Européen dans l'histoire moderne. On devrait aussi évoquer Verdun et le grand holocauste européen des deux guerres mondiales, dont les ravages ne sont pas seulement démographiques, politiques et économiques. Verdun, c'est aussi la source du nihilisme contemporain. Bien entendu, notre récit civilisationnel comprendrait aussi des chapitres, comme chez Lavis, artistiques et architecturaux, car l'Europe est particulière et, sous certains aspects, unique dans l'histoire. Il y a l'art et l'architecture antique,
Il y a Sainte-Sophie de Constantinople, dont le dôme émerveilla tellement les Orientaux qu'ils en firent le modèle unique et universel de la mosquée musulmane dans le monde entier. Pourquoi diable n'apprend-on pas aux enfants européens que ce sont des Grecs qui ont inventé le modèle de la mosquée? L'art roman, l'art gothique, leurs symboliques respectives, ce qu'ils disent des états successifs de la civilisation européenne et de notre conception du monde. Le baroque, le château de Versailles, ou plutôt les châteaux de Versailles, puisque le modèle en essaima bien au-delà des frontières de la France. Et pourquoi donc? Et puis on pourrait terminer au XXe siècle avec le futurisme italien, avec l'architecture monumentale des années 30-40. Il y a d'autres aspects. Notre civilisation est aussi une aventure collective, intellectuelle, économique, scientifique, technique. Collective, faite bien sûr de la percée de grands savants, d'intuitions extraordinaires, mais c'est une aventure de civilisation. L'invention de la banque moderne et des effets de commerce, du fait d'ailleurs de la présence omniprésente des pirates turcs en Méditerranée. Le rôle de la Ligue hanséatique, les grandes découvertes, les vaisseaux d'exploration scientifique et de commerce du XVIe au XVIIIe siècle, la maîtrise du temps avec le perfectionnement constant des horloges, des montres, des chronomètres, la mécanique, la physique, la chimie moderne sont des créations européennes. La révolution industrielle, la machine à vapeur, les progrès de la médecine avec Jenner, Pasteur et tous les autres, l'abolition de l'esclavage au passage, toutes choses qui ont changé la vie des habitants de toute la planète, choses dont nous, Européens, ne sommes pas assez conscients et pas assez fiers, et choses dont les autres ne nous accordent pas assez volontiers crédit. Bien entendu, nous envisageons, comme la Vis, d'inclure à notre projet de nombreux éléments relatifs à la vie quotidienne, sociale, politique, des différentes périodes de notre histoire, en tant qu'ils illustrent des faits de civilisation. Le monde paysan, son identité particulière, les villes de l'Antiquité grecque à nos jours, le mobilier, l'alimentation, la démocratie telle que nous l'aimons, d'Athènes à la Suisse contemporaine, et bien d'autres faits encore qui ne visent pas à constituer l'histoire de l'Europe ou un dictionnaire encyclopédique et savant. Notre ambition serait de formuler et de forger le récit de la civilisation européenne. Je souhaite enfin vous soumettre une dernière question stratégique sur laquelle je n'ai pas de réponse à ce jour, pas de réponse définitive, et qui pourrait faire l'objet d'une réflexion collective. Quel public devrions-nous viser? Les enfants? Les adolescents? Les jeunes adultes? Les adultes? Le choix de la cible visée n'a pas d'impact sur la liste des chapitres à écrire, car le récit civilisationnel ne change pas de nature selon l'âge du lecteur. En revanche, l'âge des lecteurs ciblés régit le niveau de richesse lexicale et la complexité des informations et des analyses apportées par le manuel. C'est donc un point clé. Ernest Clavis l'avait lui-même très bien vu. Il avait vu la nécessité d'adapter son œuvre, d'adapter le niveau de rédaction et la complexité de l'information de son œuvre, puisqu'il a conçu auparavant une histoire générale en 30 volumes avant de créer ces manuels et de les décliner en fonction des tranches d'âge visées. Personnellement, à ce stade, je pense qu'en tout état de cause, la rédaction devrait rester assez cursive pour ne pas rebuter le public des adolescents curieux et des jeunes adultes encore peu savants, mais que, en revanche, il faut refuser tout infantilisme. Il conviendrait donc d'éviter deux écueils, le style bande dessinée d'une part, et la compilation ou le digest d'articles savants d'autre part. Et en tout état de cause, il conviendrait que l'objet et le contenu de ce récit donnent ou renforcent un goût de la culture historique et un amour de l'Europe. Notre cible, généralement définie, serait tout jeune Européen curieux,
interpellé par les manifestations les plus évidentes du chaos civilisationnel ambiant et désireux de comprendre. L'Iliade me semble le lieu de cette réflexion sur la cible et sur le niveau, en collaboration, bien sûr, avec d'autres cercles de réflexion et d'action qui lui sont proches, tant au niveau européen que pour ce qui concerne la diversité des domaines d'intérêt et des domaines de compétences. En tout état de cause, la conception de ce projet me semble nécessaire et il serait assez urgent de le mettre en œuvre. À la fin du XIXe siècle, Ernest Lavis avait conçu ses manuels d'histoire comme des armes de redressement de la France. Comme notre projet est européen, nous reprendrions ainsi l'ambition d'Ernest Lavis à l'échelon civilisationnel, celui que nous avons choisi comme cadre et comme objectif de notre combat. Je vous remercie.